Bonjour professeur Viau-Savelan, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour parler de votre article Prescription des psychotropes pendant la grossesse et l'allaitement. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter? Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis professeure de pédopsychiatrie périnatale, nommée depuis novembre 2024, et je m'occupe en particulier de la formation des internes pour l'option tardive qui vient d'apparaître de psychiatrie périnatale. Donc, assez logiquement, lorsque le professeur Nicolas Franck m'a proposé de faire la mise à jour de la question des traitements psychotropes pendant la grossesse et l'allaitement. J'étais effectivement très motivée pour faire cette mise à jour qui est nécessaire et qui doit sans cesse être renouvelée. Donc, c'est une mise à jour que j'ai faite avec des jeunes collègues, Raphaël Motolez, qui était nommé actuellement sur Dijon, et le docteur Margot Balaï, qui est mon assistante, et puis le professeur Fourneret, qui est le chef de service de pédopsychiatrie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, du coup, dans quel contexte avez-vous écrit votre article Prescription des psychotropes pendant la grossesse et l'allaitement dans le MC Psychiatrie qui est disponible aujourd'hui sur la plateforme Clinical Key Now? Du coup, le contexte en psychiatrie périnatale, il est crucial en ce moment, hein. Je vais vous détailler les enjeux en psychiatrie périnatale qui sont importants au niveau de la santé publique. Mais d'abord, peut-être redéfinir un peu ce que c'est que la psychiatrie périnatale, parce que c'est une discipline qui existe à la fois depuis longtemps, mais qui est reconnue au niveau de la formation depuis peu. C'est une spécialité, hein, de psychiatrie et de pédopsychiatrie qui sont concentrent à la fois sur la santé mentale des femmes, des couples et des familles pendant la période périnatale, mais aussi du nouveau-né, enfin du fœtus et du nouveau-né. Donc, c'est-à-dire on se situe à la fois avant, on a tout un aspect préconceptionnel, pendant, après la grossesse et jusqu'au 1 an ou 3 ans après la naissance de l'enfant, voilà, selon des aspects un peu théoriques et institutionnels, mais que la grossesse est aboutie ou non, puisqu'on a aussi tout le travail autour du deuil périnatal en particulier. C'est vraiment une spécialité qui va associer des compétences à la fois de psychiatrie générale, mais aussi des compétences de pédopsychiatrie, en particulier sur un point commun de ces deux axes, qui est le soin conjoint parent-enfant, et j'aurais tendance à dire parent-fœtus, hein, puisque c'est aussi, encore une fois, l'investissement in utero de l'enfant et toutes les conséquences in utero aussi pour l'enfant. Donc, il y a des aspects à la fois de prévention, comme l'identification de facteurs de risque, de troubles psychiques chez des femmes enceintes, en postpartum ou devant devenir enceinte, sur des aspects diagnostiques avec des reconnaissances de troubles qui sont assez spécifiques à la période. Alors, bien sûr, on pense à la dépression du postpartum, mais il y a aussi l'anxiété aussi un peu particulière. Les TOC aussi vont s'exprimer différemment. Et puis, il y a tout ce qui est troubles psychotiques du postpartum, les troubles liés au stress, et en particulier au PTSD post-accouchement, et puis les questions du deuil périnatal. Sur le plan des traitements, et c'est pour ça, c'est le point qu'on a développé ici, on doit mettre en place des prises en charge qui sont adaptées, qui sont très spécifiques à la période, avec une période qui va bouger sur différents points physiologiques qu'on va détailler plus tard, mais qui inclut aussi, bien sûr, des psychothérapies de soins conjoints, des groupes thérapeutiques, des traitements médicamenteux compatibles avec la grossesse et l'allaitement, et des approches psychosociales spécifiques. Un point aussi important et commun, c'est la prise en charge qui est familiale, intergénérationnelle et systémique dans ce travail, où on va travailler à la fois avec la femme enceinte, son bébé, mais aussi le père, le coparent, les enfants de la famille élargie, pour minimiser l'impact sur des troubles sur le système familial, parce qu'on sait encore une fois qu'il y a un impact de santé publique pour tous, ce qui est important. Donc, notre axe principal, ça va être le lien mère-enfant, parent-fœtus aussi, avec l'observation et le soutien de la relation mère-enfant qui va être essentiel au développement émotionnel, social et cognitif du nourrisson. Quand vous voyez à la fois des enjeux pour la santé psychique de l'adulte et de l'enfant en devenir. Donc, voilà, quelques chiffres quand même pour se mettre dans le contexte de la question des traitements pendant cette période. 90% des femmes consommeraient un médicament pendant leur grossesse en France, hein, donc tout confondu, hein, pas que traitement psychotrope. La France est un des pays les plus prescripteurs de médicaments pendant la grossesse. Donc on se situe dans ce contexte.
On a aussi le contexte de la dépression du périnatale qui a été montré comme la première cause d'utilisation de molécules psychotropes chez la femme enceinte, hein, c'est à peu près 63% des consommations de psychotropes. Pour le trouble bipolaire, on est à 43% et pour les troubles psychotiques, 13%, qui sont plus rares, hein, c'est aussi une question de fréquence, bien sûr, de la pathologie. On a 2% des femmes qui prendraient des antidépresseurs pendant leur grossesse. Et sur le plan des antipsychotiques, on a une utilisation qui est multipliée par 3 entre 2001 et 2010. Donc vraiment un changement aussi de paradigme par rapport à ça. Et ce qu'on a voulu aussi mettre à jour dans cet article, c'est la question aussi des psychostimulants, puisque il y a censé être des nouvelles molécules qui sont prises par les femmes enceintes. Et la question des psychostimulants, elle a été multipliée par 100 dans certains pays, hein, qui ont étudié les faits comme en Norvège ou en Suède. Et bien sûr, on voit arriver aussi les psychostimulants pendant la grossesse en France. Donc, il fallait pouvoir répondre à ces questions des professionnels. Alors, juste pour resituer aussi cet aspect-là du contexte et de la difficulté par rapport à la question de la prescription pendant la grossesse, c'est qu'on a une augmentation du volume plasmatique pendant la grossesse jusqu'aux 28 semaines d'aménorrhée, puis il y a une stabilisation va bien sûr changer la physiologie et le métabolisme des médicaments pendant la grossesse. Donc, c'est une des difficultés et d'ailleurs une des inquiétudes en général des professionnels quand ils prescrivent sur cette période, puisqu'on est à plus 30 à 40%, soit plus de 1000 millilitres hein, au troisième trimestre par rapport au début de la grossesse. Et il y a un aspect d'anémie gestationnelle hein, ou d'anémie physiologique de la grossesse qui va venir jouer, avec des aspects aussi d'émodilution, donc des traitements, et la nécessité d'une augmentation de certains traitements au troisième trimestre de la grossesse, qui peut être un peu contre-intuitif par rapport à souvent une pensée qu'on a de vouloir diminuer les traitements pendant la grossesse, alors qu'un certain nombre doivent être augmentés hein, pendant la grossesse. C'est pour ça que vous verrez dans l'article, il y a un certain nombre de tableaux avec cette nécessité pour certaines molécules de les augmenter au troisième trimestre de la grossesse. Alors, pour resituer la question de l'enjeu de la psychiatrie périnatale, hein, on a de nombreuses recommandations qui se sont mises en place ces dernières années. Alors, j'en cite juste quelques-unes là, hein. Il y a les recommandations de la l'HAS par rapport aux troubles du neurodéveloppement, aux bébés vulnérables, et on sait que c'est des enfants qui vont être touchés par ces aspects-là, puisqu'il y a l'enjeu de la prématurité, des soins de développement, des troubles précoces du neurodéveloppement, et donc qui sont en jeu dans la question des troubles psychiques pendant la grossesse, parce que c'est un facteur de risque important. Il y a eu le rapport des 1000 premiers jours, hein, qui est sorti en 2020, qui a aussi insisté sur ces points. On a deux rapports INSERM que je vais vous détailler un tout petit peu, qui sont sortis en 2021 et en 2023 sur la mortalité maternelle en postpartum, qui a mis en exergue la santé psychique périnatale, ce qui a été confirmé par une autre enquête qui s'appelle l'enquête nationale périnatale, qui est sortie en 2021, enfin dont les résultats sont sortis l'année dernière, qui a bien montré aussi l'enjeu de la dépression périnatale qui est très importante. On a des taux entre 17 et 20% de dépression postnatale. Ces enjeux, ils sont reconnus, ils ont été reconnus par les instances, donc par tous ces ensembles de rapports, mais aussi par la création, comme je vous disais, de l'option de psychiatrie périnatale au sein du test de psychiatrie adulte et de celui de l'enfant, qui a été mis en place à partir de la rentrée, mais qui a été voté en 2021. La question aussi des enjeux autour de la périnatalité et de la santé psychique périnatale a été aussi mise en exergue par le dernier rapport du Sénat sur la santé périnatale de 2024. Donc, ça pour vous dire qu'on est quand même sur le plan épidémiologique, hein, avec des fréquences importantes, puisque dans la dépression anténatale, on est à 7-13%, dépression du postpartum, ça dépend des études, mais 10-15%, certaines vont jusqu'à 20%. L'anxiété, on est à peu près à 18%. Il y a bien sûr les troubles de la schizophrénie, les troubles bipolaires qui se continuent et même s'ils évoluent pendant la grossesse avec chacun des particularités. Puis la psychose puerpérale qui est rare, mais qui est toujours très sévère, hein, qui concerne une naissance sur 2000. Euh, et l'aspect donc, des idées suicidaires, hein, donc, qui sont quand même rattachées à ces certain nombre de symptomatologies, avec il y a la dépression, mais bien sûr les autres troubles aussi, qui ont concerné 5 à 14% des femmes.
avec jusqu'à 20% des futures mères qui présentent des troubles psychiatriques avérés pendant la grossesse, globalement. Donc, on est quand même sur une quantité non négligeable de patientes qui peuvent nécessiter des traitements. Donc, je vous ai remis ici le dernier rapport INSERM 2023 sur la mortalité maternelle, hein, qui a vraiment beaucoup réactivé. Comme je vous ai dit, il y en a déjà eu un en 2021 qui donnait à peu près les mêmes chiffres, mais qui mettait en tout cas en exergue le fait que le suicide était la première cause de mortalité en postpartum des patientes, puisque dans le postpartum, on va jusqu'à la fin de la première année de vie de l'enfant. Et une augmentation hein, sur ce rapport 2023 à 17%, avec ce qui frappe beaucoup, 79% de situations évitables. On va redétailler cette question des évitables, mais dans les évitables, il y a cette notion du traitement qui n'est pas toujours adapté, pas toujours proposé. Et ça, ce qui a été relevé dans les articles. Alors, je remets après. Alors peut-être juste, donc vous avez sur ce tableau-là hein, le principal cause de décès selon le moment de la survenue de la complication. Et donc vous voyez hein, l'évolution de la question du suicide selon le trimestre de grossesse, hein, puisqu'on est à 15% au premier trimestre. On descend un petit peu deuxième, troisième trimestre à 8%. Et puis ça va remonter hein, sur les 8 à 42 jours après l'accouchement et être le principal dans l'année qui suit, puisqu'on remonte à 74%. Donc, comme je vous disais, ça c'est l'article suite au premier rapport hein, de 2013-2021 qui est sorti en 2015, qui est sorti en 2021, et où les collègues de l'INSERM hein, relevaient que dans ces facteurs d'évitabilité, hein, puisque c'était 91% pour les suicides. Hein, vous voyez, on était à des taux très, très élevés. Donc, ça a un peu descendu pour le rapport sorti en 2023, mais ça reste très élevé. Et ce qui était relevé, c'est ce traitement médicamenteux ou la prise en charge inadaptée pour 90% d'entre eux. Donc, la question du traitement psychotrope, elle est fondamentale dans cet enjeu de santé publique, puisque effectivement, il y a souvent des modifications des traitements psychotropes, beaucoup d'arrêts en fait encore pendant la grossesse, alors qu'il faudrait parfois les changer, parfois les modifier, en tout cas sans doute pas les arrêter. Euh, et la question de l'orientation vers une consultation plus spécifique ou vers une maternité un peu plus spécifique et la réévaluation en postpartum, puisqu'on sait qu'il y a un certain nombre de troubles qui vont s'apaiser pendant la grossesse, mais qui vont se réactiver très fortement en postpartum. Donc, la question du dépistage, hein, puisqu'on sait qu'il y a l'absence de recherche d'antécédents, de tentatives de suicide, de troubles psychiatriques aussi qui sont pas assez faits dans les dossiers, et un diagnostic de dépression qui est non fait malgré des signes d'appel qui sont très nets hein, dans les dossiers. Donc, vraiment un défaut de prise en compte de la spécificité de la période périnatale par les psychiatres adultes aussi et les services d'urgence qui entraînent souvent une sous-évaluation du risque suicidaire. Donc voilà l'enjeu dans lequel on est et qui nous a poussé aussi à écrire cet article pour finalement donner aux professionnels les clés pour pouvoir à la fois être vigilants, repérer et traiter les patientes dans ce cadre-là. Elles sont, hein, comme je vous disais, sous-diagnostiquées. 85% des femmes n'ont pas accès à un soin spécialisé avec des troubles psychiques périnataux qu'on connaît, hein, qui ont un impact sur l'enfant à naître au niveau fœtal, obstétrical, néonatal, puis développemental, qui ont été très très bien décrits par de nombreuses études. Et peut-être s'il faut remettre ces aspects-là, il y a une étude qui a fait aussi beaucoup de bruit, celle de Paul B, qui a regardé des enfants, des adolescents qui étaient hospitalisés pour dépression pendant qu'ils avaient 16 ans. Et pour ces 100% de ces enfants avaient eu des mères qui avaient présenté une dépression et dans 60% des cas, c'était pendant la grossesse. Donc, on revient, voilà, il y a un enjeu pour le parent et pour l'enfant dans ces situations dont il faut pouvoir connaître les traitements appropriés. Quels sont du coup les principaux critères justement qui permettent le repérage précoce des situations à risque de pathologie psychiatrique pendant la grossesse et l'allaitement? Alors, les principaux critères, en fait, on a plusieurs moments de dépistage. Il y a l'aspect antéconceptionnel, c'est-à-dire là, c'est pour le psychiatre adulte qui connaît une situation, ou même un médecin traitant qui connaît une situation
de pathologie psychiatrique avérée, plus ou moins stable, et qui finalement va poser la question qui n'est pas encore assez posée de est-ce que madame, vous souhaitez avoir un enfant? Est-ce qu'il y a une question d'ailleurs qu'on pourrait poser aussi au conjoint, hein, qui est connu ou qui sait que où on sait que la femme, elle est porteuse d'une pathologie psychiatrique avérée. Et là, clairement, il y a un enjeu à faire parce que cette question n'est pas assez posée. Quand on pose cette question et qu'il y a un désir de grossesse, les femmes, elles sont très heureuses d'entendre qu'il existe des consultations préconceptionnelles qui se sont développées à peu près dans tous les départements. Alors, je vous ai mis le SICO parce que sur Paris, c'est le SICO, mais voilà, elles peuvent porter d'autres noms, mais c'est des consultations préconceptionnelles qui sont adossées soit à des services de maternité, soit à des services d'unité mère-bébé spécialisés en psychiatrie périnatale qui vont permettre d'adapta- d'adapter le traitement en amont d'une grossesse. Ça, c'est vraiment la situation, on va dire, idéale. Ensuite, vous avez d'autres périodes pendant la grossesse, en particulier, et là, ça concerne plus nos collègues sages-femmes et obstétriciens, et on les forme aussi pour ça. Et cet article leur correspond aussi. Il y a ce qui a été mis en place, l'entretien prénatal précoce, ce qui doit se faire normalement sur le premier trimestre de la grossesse, à la fin du premier trimestre de la grossesse, vers 4 mois, et où il doit y avoir un dépistage là des antécédents, des facteurs de risque au niveau de la santé psychique périnatale. Donc, c'est un premier axe de repérage. Alors, on voit aussi au quotidien, d'ailleurs, un autre point de repérage, c'est la sage-femme d'orientation, on va dire le premier contact avec la maternité qui aussi peut servir sur ce temps-là. Le deuxième temps, c'est le staff psychosocial où finalement les collègues de maternité, sage-femme, obstétriciens, vont pouvoir, suite à des repérages de facteurs de risque de santé psychique, on va dire souhaiter en parler à ce staff psychosocial, qui est un staff pluridisciplinaire qui existe dans toutes les maternités depuis le plan périnatalité de 2005 et où le médecin traitant, le psychiatre de ville peut aussi interpeller en disant, j'ai une patiente que je suis qui est enceinte, elle est enceinte elle est suivie dans votre maternité. Voilà, est-ce qu'on peut faire un plan de prise en charge et ce plan va être fait au niveau du staff de psychosocial, c'est-à-dire qu'on va mettre en place voilà, déjà une concertation pluridisciplinaire autour de ces patientes et leur faire une proposition thérapeutique adaptée, alors thérapeutique au sens large, hein, puisqu'il y a bien sûr aussi tout ce qui est accompagnement psychosocial, PMI, etc. Donc, on ne va pas forcément détailler ici, mais qui est tout aussi important que le traitement médicamenteux. Ensuite, donc c'est ce point hein, de staff là qui va permettre le lien avec les psychiatres et les pédopsychiatres aussi de maternité et les liens avec les équipes de secteur et les structures d'unités de psy-périnate ambulatoires ou temps plein qui existent sur le territoire. Il y a un autre temps qui est le temps de l'accouchement, même si vous avez vu, hein, on a une baisse des risques suicidaires au moment de l'accouchement qui est due, ou c'est plus l'activation des aspects traumatiques en général de l'accouchement qui vont se mettre en place là, donc qui peut d'ailleurs donner une illusion hein, au moment des suites de couches, et donc d'où l'importance de l'entretien postnatal précoce qui a été mis en place récemment. Donc c'est un entretien qui est fait par des sages-femmes à 2 mois postpartum et qui est aussi un autre point de repérage des troubles psychiques périnataux. Ensuite, sur cette année qui suit, hein, on est bien sûr sur le médecin traitant, sur les psychiatres de ville pour le repérage. Mais l'idée, c'est qu'il y ait une évaluation constante de l'intérêt du traitement, de la posologie adaptée et d'une balance bénéfice-risque dont on va reparler pour la santé de la mère et de l'enfant. Donc finalement, vous avez un peu ces différentes situations, hein. Soit vous avez une pathologie psychiatrique connue, une grossesse qui est anticipée, et dans ce cas-là, un adressage en consultation antéconceptionnelle pour l'adaptation du traitement. Soit une pathologie psychotrique qui est connue, mais la grossesse, elle est surprise, on a une découverte tardive avec plus ou moins un déni de grossesse. Avec là 2 situations, hein, soit une patiente stabilisée, soit une patiente en rupture de traitement, mais là, en tout cas, la nécessité qu'il y ait une consultation de psychiatrie périnatale spécialisée qui est majeure. Et d'ailleurs, les consultations préconceptionnelles font aussi ce type
de consultation spécifiques pour guider les psychiatres traitants. Et puis, il y a le trouble psychique qui va se découvrir au cours de la grossesse. Donc là, c'est beaucoup dans le repérage par les équipes soignantes de maternité qu'elles vont nous être adressées. Et donc, d'où, hein, comme je disais, l'intérêt de l'EPP et du staff psychosocial, et puis des psychiatres de maternité. Et puis, il y a l'autre temps, qui est un temps fragile, hein, on l'a entendu, de décompensation psychiatrique qui va être après la naissance et où là, on a aussi été mis en place l'entretien postnatal et on essaye de mieux former, hein, et cet article en fait partie, les collègues psychiatres de ville pour adapter les traitements. Donc, toute patiente avec un antécédent, en tout cas, est à risque de décompenser sur cette différente période. Quelles sont du coup les particularités des traitements psychotropes chez la femme enceinte ou allaitante pour elle, mais aussi pour le fœtus ou le bébé, et quelle surveillance mettre en place et quels sont les principes à respecter? Alors, les grands principes finalement du traitement pendant la période périnatale, c'est d'abord de ne pas négliger l'approche psychothérapeutique. Alors, ça peut paraître loin des médicaments, mais s'il est vraiment nécessaire que le traitement il soit associé à cette approche psychothérapeutique, euh, on est sur des mises en place d'une prise en charge qui va être adaptée, coordonnée, avec surtout des aspects de soutien et de coordination avec l'équipe obstétricale. Donc, c'est vraiment, on est dans le pluridisciplinaire sur cette période avec vraiment une évaluation de la balance bénéfice-risque, hein, pour l'enfant comme pour la mère. Un choix du traitement psychotrope. Alors là, on vous a mis dans l'article vraiment par catégorie de pathologie et de traitement l'intérêt, les limites de chaque médicament. Il est également fondamental d'impliquer le conjoint parce que on sait que c'est très culpabilisant pour les patientes de prendre un traitement pendant la grossesse. Donc, c'est souvent un des freins, hein, à ces traitements, hein. Il y a des craintes du côté des femmes, mais une crainte aussi du côté des professionnels. Les craintes du côté de la femme, c'est cette culpabilité de prendre un médicament qui pourrait faire du mal à leur bébé. Et souvent, c'est dans ce cadre-là qu'elles arrêtent les traitements. Donc, il y a un aspect de réassurance qui est nécessaire et plus les professionnels connaissent les médicaments et leurs limites, celles qui sont recommandées, c'est vraiment l'intérêt de cet article, plus ils vont pouvoir choisir avec la patiente le médicament qui leur convient et finalement les rassurer aussi sur l'impact sur le fœtus et la question de finalement de bien relever le bénéfice aussi pour l'enfant de ce traitement. Hein, ça a vraiment été bien démontré par les études que traitement bien mené est nécessaire pour ces patientes et surtout bénéfique à long terme pour elles, mais il est aussi bénéfique pour l'enfant. Alors, on n'a pas tout détaillé parce que ce n'était pas forcément le sujet de l'article, mais l'impact sur du stress et du non-traitement de ces patientes pendant la grossesse vont avoir un impact très important sur les enfants à long terme. Donc vraiment, on est dans une situation où la balance bénéfice-risque, elle est en faveur d'un traitement. Donc il y a les craintes des femmes qu'il faut gérer, les craintes du conjoint parce que lui aussi ne connaît pas forcément bien les enjeux, il a peur pour son enfant, donc l'impliquer aussi dans la prise en charge, avec l'accord de la patiente bien sûr, c'est aussi nécessaire pour avoir une bonne adhésion au traitement, que ça ne soit pas pris de manière discontinue parce que, comme c'est noté un peu plus bas, hein, les, les patientes qui ont une prise discontinue d'un traitement antidépresseur, elles ont jusqu'à un taux de rechute qui va jusqu'à 70% dans certaines études. Donc vraiment, la question de l'adhésion, elle est fondamentale. Donc elle est à la fois du côté des femmes et des conjoints, mais aussi des professionnels de santé qui doivent être suffisamment eux-mêmes rassurés par rapport au traitement qu'ils mettent en place pour rassurer la patiente, hein. On dit pour pouvoir euh, rendre la patiente sécure, il faut que le professionnel lui-même il soit sécure. Donc, bien connaître les traitements et leurs limites, c'est vraiment fondamental dans cet aspect-là. Par exemple, dans le trouble bipolaire, on est aussi à 66% de rechute chez les femmes sans traitement durant la grossesse contre 23% de rechute sous traitement psychotrope. Vous voyez il peut y avoir bien sûr des rechutes même avec le traitement, mais clairement, on réduit les risques, hein. Donc, l'ennemi, ce n'est pas le traitement, mais c'est le risque de rechute, surtout sur les patientes dont on connaît les pathologies.
juste un petit exemple comme ça d'un cas clinique, hein, une maman qui est bipolaire, traitée par l'amygdale et kétiapine, avec un suivi psychiatrique en ville. C'est une grossesse qui est anticipée, hein, donc elle a été vue en consultation préconceptionnelle, elle a adapté son traitement, elle a adapté ses posologies avant la grossesse, et du coup, elle est adressée à l'équipe de psypérinate durant la grossesse pour préparer l'arrivée du bébé. Et là, en l'occurrence, il a été proposé un projet du ZAP. Alors, c'est une structure qui existe sur Lyon en particulier, où il y a un séjour long en maternité avec une unité psypérinate qui est intégrée à la maternité, une patiente qui va pouvoir l'accepter en amont et du coup une grossesse qui va se passer sereinement, hein. Encore une fois, on va diminuer aussi les facteurs de stress pendant ce temps-là. Elle donne naissance à une petite fille avec en postpartum immédiat des symptômes, une euphorie, des difficultés de concentration, euh, des aspects de blague. Voilà, elle est un petit peu up, mais elle reste dans le lien, il y a un dialogue, il y a un discours qui reste adapté, on n'a pas de décompensation à ce moment-là. On voit que dans l'investissement de l'enfant, il y a la préoccupation maternelle, elle est présente, un émerveillement pour sa petite, et elle a choisi de ne pas allaiter, ce qui, effectivement, bah, va orienter aussi, hein, la question des traitements, et en tout cas des posologies par rapport au traitement qu'elle a. Euh, mais elle est hyper vigilante. On a les troubles du sommeil qui commencent à arriver, et une fluctuation de l'humeur avec des débordements émotionnels. Donc, il y a une reconduction du traitement, vous voyez, avec des posologies qui vont être augmentées pour l'amygdale, on peut augmenter puisqu'elle ne souhaite pas allaiter. Donc, on a une marge là qui va être plus simple. Vous allez voir, il y a des aspects de posologie pour l'allaitement, pour l'amygdale en particulier. Et on propose aussi de la soulager, hein, la question du sommeil dans ces pathologies-là, elle est fondamentale, en prenant la petite la nuit en pouponnière, avec un ajout d'une benzodiazépine de type Seresta qui est aussi compatible sur le pré et le postnatal, euh, avec une patiente qui craint, hein, la dégradation, du coup une augmentation aussi de la kétiapine et un arrêt du Séresta qui va se faire rapidement avec un séjour long en maternité. Donc, d'où l'importance, hein, aussi, la qualité du sommeil qui doit être vite préservée pour pouvoir éviter une nouvelle dégradation. Donc, vous voyez, un réajustement qui doit se faire aussi très rapidement, parfois en postpartum, en particulier pour les bipolaires. Et puis, du coup, avec cette amélioration et ce séjour long, on lui donne le temps aussi, hein, de pouvoir être disponible pour sa fille sur les moments au début qui sont plus courts au départ et puis qui vont devenir de plus en plus longs. Donc, pour la suite, par exemple, de cette maman, hein, on a une situation assez favorable puisque le papa est présent, il a pris son congé paternité qui sont plus longs et ça nous aide aussi beaucoup. Et comme je vous disais, des aspects pluridisciplinaires aussi, hein, la sage-femme au domicile, un pédiatre spécifique pour le bébé, qui ne va pas être culpabilisant non plus par rapport au traitement, parce que qui lui aussi, hein, connaît l'impact des médicaments sur l'enfant et qui ne va pas en rajouter dans la culpabilisation de ses patientes quand elles prennent les traitements, parce que ça participe. La PMI, et le maintien du traitement, une équipe de psypérinate qui va se charger des soins mère-bébé, une orientation vers une unité mère-bébé, mais qui sera en hôpital de jour, hein, avec une reprise, avec le suivi du psychiatre traitant, des aides à domicile qui sont qu'on appelle les TISF, et une consultation de réévaluation. Donc, vous voyez une situation, on va dire, relativement idéale, même si, bien sûr, qu'il y a quand même un petit temps de décompensation, la nécessité d'adaptation du traitement et une négociation avec la patiente en fonction de sa symptomatologie et ses desiderata sur l'allaitement en particulier. Donc, vraiment, la question d'une continuité pluridisciplinaire autour de la mère et de l'enfant. A contrario, pour vous donner un peu l'exemple un peu inverse, une patiente bipolaire traitée par kétiapine, suivie en ville, alors, grossesse aussi anticipée, un papa présent. Et puis en fin de grossesse, elle va demander à interrompre le traitement parce que se trouve très stable, elle a déjà eu des périodes stables sans traitement par le passé. Et du coup, elle arrête, hein, les choses. Donc on part sur une situation qui pourrait être favorable. Et puis il y a cet arrêt du traitement
Et là, elle accouche à terme, un allaitement maternel. En fait, souvent, elles arrêtent avec ce projet d'allaitement maternel parce qu'elles craignent beaucoup de ne pas pouvoir euh, allaiter avec le traitement. Elle sort assez vite de maternité, à 3 jours, hein, ce qui est quand même relativement tôt pour ce type de situation. On aime bien, en tout cas, qu'il y ait un suivi un petit peu prolongé, même si ce n'est pas forcément sur le lieu de l'hospitalisation de la maternité. L'équipe de psypérinate est prévenue, mais il n'y a pas de mise en place avant le premier mois de vie et elle va décompenser du coup, excusez-moi, au premier mois du bébé, on a une décompensation du trouble bipolaire avec une hospitalisation en psychiatrie et du coup une séparation mère-bébé qui va du coup avoir un impact, hein, à la fois sur la mère et sur l'enfant, aussi dépressogène à long terme. Donc, vous voyez, cette question de l'enjeu, alors c'est pas systématique, hein, on ne décompense pas toujours, mais vous avez vu que le risque, il est majeur, en tout cas, de décompensation en cas d'arrêt du traitement. Donc, bien sûr, elles font, elles sont souvent dans une forme de pression en disant bah, je suis bien stable, tout va bien, il y a trop de risques pour le bébé, je veux allaiter. Mais vraiment, la balance bénéfice-risque, elle est clairement en faveur de la stabilisation du traitement pendant la grossesse et le postpartum immédiat. Donc, les enjeux, hein, au niveau des différentes phases, vous avez au niveau des médicaments, le risque du psychotrope en préimplantatoire, il est en tout ou rien, hein. Donc, c'est-à-dire que certains médicaments, vous les avez tous sur les tableaux, euh, ils, ils peuvent être à risque d'entraîner des fausses couches. En période d'embryogénèse, d'organogénèse, donc entre J5 et J56, on est sur le risque tératogène, hein, donc de malformation. Sur la période fétale, donc entre J56, à peu près la 14e semaine, et la fin du troisième trimestre, c'est vraiment des risques à plusieurs au niveau surtout de la croissance et de la maturation. Et puis sur les effets néonataux, il y a un effet très court en postnatal immédiat dont on va reparler, et puis des risques autour de l'allaitement, hein, mais avec du coup un passage dans le lait qui est très différent du passage placentaire. On vous remet là, bien sûr, la contre-indication totale de l'acide valproïque, mais je pense qu'elle est connue maintenant de tous les psychiatres bien, hein, donc qui est pendant la grossesse et chez la femme jeune en âge de procréer ou à risque de l'être, avec un risque important de malformation fœtale grave et des risques significatifs du trouble de développement pour 30 à 40% des grossesses. Donc, cette balance bénéfice-risque, elle est toujours à étudier en fonction de la situation de la femme. Est-ce qu'on est en préconceptionnel? Est-ce qu'on vient de découvrir la grossesse? À quel trimestre on est au moment de la découverte de la grossesse, etc. Puisque les risques, vous voyez, ne sont pas du tout les mêmes. Et les enjeux aussi différents. Vous avez sur l'aspect préimplantatoire, on va être beaucoup plus en recherche d'une stabilité psychique, de la prévention de la décompensation psychiatrique. Donc, on va essayer de retrouver les choses. Pour la mère, là, le risque, c'est surtout bah, les effets indésirables du traitement. Donc, sur le premier trimestre, donc dans la deuxième phase, sur la période embryogénèse, donc, où le risque du psychotrope, c'est un risque tératogène. Euh, Le bénéfice pour la mère du traitement, ça va être bah, la stabilité psychique, la prévention de la décompensation psychiatrique, toujours la même, la limitation aussi des complications obstétricales, hein, puisque il y a un impact aussi de l'état émotionnel sur les aspects obstétricaux et un meilleur vécu de la grossesse et de l'accouchement. Les risques sont toujours bah, les effets indésirables et puis maintenant viennent arriver les risques néonataux, obstétricaux qui sont là en fonction de chaque traitement. Donc ça qui avance, ces risques, ils avancent sur la période aussi fétale, où là, on a vraiment un dialogue qui doit se faire entre l'obstétricien et le psychiatre par rapport au traitement. Et on a les bénéfices aussi pour les fœtus, hein, cette stabilité maternelle, on sait qu'elle a un impact sur le développement de l'enfant, en particulier autour de tout ce qui se passe autour du stress prénatal et des hormones, le cortisol, l'ocytocine, toute l'axe hypothalamo-hypophysaire qui est en jeu dans ce risque d'exposition au stress anténatal, hein, avec des risques connus au niveau obstétrical qui sont le retard de croissance et la prématurité. Donc, c'est vraiment traiter en prénatal, c'est diminuer ces risques-là.
Les risques, bien sûr, bah, c'est au niveau implantatoire, tératogène, maturatif, fœtal et développemental. Donc, dans le choix du médicament, on est vraiment sur des médicaments les mieux connus, hein. Un certain nombre de médicaments, vous allez le voir dans les tableaux, sont déconseillés parce qu'on n'a pas assez de recul, pas assez d'études sur le sujet. Donc, la question aussi de bien transmettre à la pharmacovigilance des informations que vous pourriez avoir dans ce genre de situation, elle est fondamentale pour pouvoir finalement s'autoriser même à utiliser d'autres molécules, encore une fois, parce que beaucoup de molécules sont contre-indiquées essentiellement parce qu'on ne connaît pas l'impact et qu'on n'a pas suffisamment de données sur le sujet. Pour en fin de grossesse, hein, on a une période un petit peu particulière sur vraiment la fin de grossesse et les premiers jours de naissance où on a toujours notre balance bénéfice-risque pour la stabilité psychique maternelle et la prévention des décompensations psychiatriques graves du postpartum, avec une diminution du risque de dépression du postpartum en particulier, et une amélioration de la mise en place de la relation mère-bébé. Les effets indésirables, les risques, hein, c'est toujours les effets indésirables pour la maman, la sédation, un peu, dont elles se plaignent souvent, qu'elles craignent par rapport à l'allaitement en particulier, et puis les soins à l'enfant et la remise en question de l'allaitement, puisqu'un certain nombre de traitements ne sont pas compatibles avec l'allaitement. Le bénéfice pour l'enfant, c'est l'amélioration des liens mère-enfant et un meilleur développement pour lui. Ses risques pour lui, ça va être le syndrome de sevrage et des syndromes d'imprégnation qui sont en général brefs, hein, je vous les détailler un petit peu après, et puis qu'on connaît bien, qu'on sait bien traiter. Donc vraiment, il faut être rassurant, en tout cas sur les molécules où on connaît ces syndromes de sevrage. Et puis la question de l'exposition à l'allaitement qui est souvent dépendante des aspects aussi posologiques. Donc voilà un petit peu les enjeux qu'il faut évaluer à chaque moment finalement de la grossesse et du postpartum. Encore une fois, ça se fait en collaboration pluridisciplinaire autour de ces questions, avec une évaluation constante de l'intérêt du traitement et de la posologie adaptée et de la balance bénéfice-risque pour la santé de la mère et de l'enfant, avec, comme je vous le disais en préambule, pour certaines molécules, une augmentation nécessaire du traitement au troisième trimestre à cause de la volémie en particulier de la mère qui se modifie. Un mot quand même de cette adaptation néonatale, parce que souvent elle est un peu moins bien connue, c'est des syndromes d'imprégnation ou des troubles néonataux transitoires ou des syndromes de sevrage, hein, qui sont appelés des postnatal adaptation syndrome. Ces symptômes néonataux, ils sont assez variables. Le délai, les délais d'apparition dépendent surtout de la demi-vie des molécules concernées, qui est souvent plus longue chez le nouveau-né du fait de l'immaturité et de ses fonctions de métabolisation au niveau hépatique en particulier. Donc, il y a en plus une grande variabilité inter- et intra-individuelle avec peu de facteurs prédictifs connus de ces syndromes. En général, ils durent 48 à 72 heures pour la plupart. C'est cliniquement un bébé qui va beaucoup pleurer, qui va être assez inconsolable, avec des difficultés de sommeil ou d'alimentation, des anomalies du tonus, une hypervigilance, des petites trémulations et des signes de douleur et d'inconfort avec qu'on peut repérer aussi par les hoquets et les bâillements qui sont des signes d'inconfort chez le nouveau-né. Vous voyez des symptômes qui sont évalués par le score de Finnegan, qui est une échelle bien connue des pédiatres, en 20 points, qui va observer à la fois les troubles du système nerveux central, mais aussi les troubles métaboliques et respiratoires, les troubles gastro-intestinaux. Et il peut y avoir une prise en charge spécialisée en néonatologie dans certains cas un petit peu sévères. Donc, sachant que le principal traitement de ces syndromes d'imprégnation, c'est des soins de nursing, c'est-à-dire ça va être des bébés qu'il va falloir beaucoup porter, qu'il va falloir mettre sur la mère, où on va faire des techniques d'enveloppement, mais euh, vraiment dans la grande majorité des cas, on n'a pas de traitement nécessaire. Ça, je crois que c'est important d'avoir en tête que bien sûr qu'il y a ces petits syndromes de sevrage qu'on connaît bien, qui durent en général quand même le temps de l'hospitalisation de la patiente et donc qui n'existent plus après la sortie de maternité et, euh, et qu'on sait très bien accompagner avec des soins de nursing relativement simples.
Un dernier point sur la question de l'allaitement, hein, où on va là prendre en compte différents éléments, bah, les doses de médicaments, les demi-vies des molécules, mais aussi leur poids moléculaire et des aspects pharmacocinétiques avec, et puis bien sûr le terme des bébés allaités, puisqu'on a aussi, peut avoir des questions de l'allaitement pour des bébés prématurés en particulier. Donc c'est encore une fois, hein, toujours cette balance bénéfice-risque, la question de l'investissement aussi parental. Euh, on manque beaucoup de données sur cette période pour certaines molécules, hein, je pense dans les nouveaux médicaments, dans le méthylphénidate par exemple, on n'a pas assez d'études sur cette question-là et du coup on va les interdire parce qu'on n'a pas de données, mais ça ne veut pas dire forcément que il y a un danger, donc la question de ne pas affoler les parents est importante par rapport à ça. C'est surtout recueillir des nouvelles informations, ne pas hésiter quand, par exemple, nous, en néonatologie, on a le lactarium et c'est arrivé qu'on fasse des dosages dans le lait pour pouvoir savoir si on pouvait donner ou pas le lait au bébé. Voilà, on a cette possibilité d'avoir le temps pour certaines situations, mais la plupart du temps, ce qu'on vous a mis sur les tableaux, c'est euh, on va donner le feu vert pour l'allaitement sur des médicaments dont on connaît bien ses demi-vies, l'impact sur le bébé, etc. Et tous les autres, on va contre-indiquer, hein, Développer dans l'article les caractéristiques des différents psychotropes et leur utilisation pendant la grossesse et l'allaitement, qui sont parfaitement résumés dans le tableau. Mais sans rentrer dans le détail, du coup, ici, quels sont les messages importants que vous souhaiteriez faire passer? Alors, déjà, je vous ai mis ici, mais ils sont aussi dans l'article, hein. Vous avez un certain nombre de sites pour les médicaments qu'on n'a pas, qui peuvent ne pas être abordés ou des nouveaux médicaments. Voilà, on a aussi des sites sur lesquels on peut se référer. Alors, beaucoup de gens connaissent le CRAT, mais il y a aussi pour l'allaitement, Drugs and Lactation Database, et bien sûr le Vidal et la NSM, et ne pas oublier aussi la pharmacovigilance, qui sont aussi des ressources pour des médicaments moins connus ou lorsqu'il y a des associations, hein, puisque ça, c'est la question qui est toujours plus complexe. Là, vous avez des exemples dans les tableaux, tous les aspects pour les traitements. Les points essentiels à garder, hein, c'est bah, ne pas arrêter des traitements, hein. Vraiment, ça, c'est un message très, très important parce que la plupart des décompensations, elles sont dues aux arrêts brutaux des traitements. Donc, vraiment, il faut rassurer les patientes, il vaut mieux stabiliser, hein, quand elles sont stabilisées sur un traitement, il ne faut pas l'arrêter. Ne pas sous-doser un traitement compatible avec la grossesse et l'allaitement. Encore une fois, beaucoup sont compatibles avec la grossesse et l'allaitement. Et on donne aussi un message qui est en faveur d'un arrêt de traitement qui est problématique. La balance bénéfice-risque pour la mère et l'enfant, elle est clairement en faveur d'un traitement adapté à la grossesse. Donc, l'essentiel, c'est de trouver le traitement. euh, Orienter vers des consultations préconceptionnelles au moins 6 mois avant le projet de grossesse, les patientes avec des pathologies psychiatriques chroniques. Vous connaissez vos patientes, elles sont en âge de procréer. Posez-leur la question, est-ce qu'elles souhaitent avoir un enfant? Vous allez en soulager beaucoup parce qu'elles se posent la question, mais elles n'osent pas en parler d'elles-mêmes. Donc, le fait que le professionnel aborde lui-même la question va faciliter clairement l'alliance thérapeutique et l'adaptation des traitements. La balance bénéfice-risque, elle est évaluée dans un processus de décision partagée, hein, donc, comme je dis, avec la patiente, mais ne pas négliger les aspects du conjoint, encore une fois, peut être un, un partenaire vraiment précieux dans l'alliance thérapeutique et qui, s'il est contre le traitement, par contre, il va falloir travailler d'autant plus avec lui pour un maintien d'une continuité euh, de- des soins. Accompagner donc les syndromes de sevrage du nouveau-né avec des soins conjoints, hein, qui sont des soins de nursing, en accompagnant et sans culpabiliser ces mamans, vraiment avec des équipes bien formées, ça se passe en général très bien. Donc, on va bien sûr choisir une posologie minimum efficace. Il ne faut pas qu'elle soit sous-dosée, mais il faut qu'elle soit aussi efficace. Et au minimum, limiter les associations parce que aussi, on ne connaît pas très bien leurs effets. Donc, c'est aussi un des éléments de limiter les associations en dehors du classique, on va dire, sertraline qu'on connaît très bien ou atarax sertraline, mais qui sont, elles, bien connues, mais la plupart des associations sont assez mal connues.
Voilà, un traitement qui va être adapté bien sûr à la pathologie de la patiente et une augmentation en général en fin de grossesse qui peut parfois être diminuée en postnatal. Et puis l'éducation thérapeutique hein, qui est fondamentale avec la réassurance et le travail aussi avec les pédiatres et parfois les pharmaciens. Voilà. Merci de votre attention. Thank you.